Salut Hugo, Hello Raphaël, ça va, comment tu vas bien? vas-tu? Bah écoute, nickel, Trop nickel bien. et toi? Bah ouais, top, salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont connectées, donc trop cool. Bonjour à N'hésitez tous, pas, salut Pauline. trop sympa. Bah, on va laisser tranquillement les gens se connecter au live du coup. En attendant, bah, je vous propose de ne pas hésiter, comme vous êtes en train de le faire, à utiliser la section chat pour voilà, enfin, échanger, commenter, et éventuellement même, parler entre vous si vous avez des choses, sur lesquelles vous avez envie de rebondir. Il y a une section aussi questions, donc hésitez pas à l'utiliser. Ça me permet moi de l'afficher, du coup à tout le monde et notamment à Hugo pour qu'il puisse, du coup, y répondre et hem et voilà, je vois qu'il y a des copains qui sont venus te donner de la force, c'est cool. Ouais, je vois pas mal de noms que je connais dans les personnes présentes, c'est cool. Trop Salut cool, trop cool. Anthony, salut Tiffany. Ça va, tu as la clim, chez toi ou? Alors là, moi je suis dans mes bureaux parce que je suis basé à Montpellier, moi, donc dans le sud de la OK, France. Et là, on a des températures qui sont entre, allez, 32 et 37 degrés. d'accord. J'ai la clim dans les bureaux, mais je mets pas la clim. Ah Euh, OK, d'accord. ouais, donc c'est un peu galère, donc là, il y a la porte ouverte, mais si jamais ça fait trop de bruit, je trouverai un moyen pour fermer la porte et tout. OK, Ah, parce que bon, bah, là, il y a une bonne vague de chaleur là. ah voilà, moi je suis à Paris, il fait bien chaud là, comme tu vois, j'ai la fenêtre ouverte pour faire un petit courant d'air parce que ça monte bien là. J'ai vu une petite question, est-ce que le live sera enregistré? Oui, tous les lives sont enregistrés. Tous ceux qui sont inscrits reçoivent, bah, le lien pour voir le replay depuis, la plateforme Livestorm et nous, on le met également sur le YouTube, donc collectif Yeta, Yeita, donc comme écrit, en haut à gauche et vous pouvez retrouver tous les lives, sur ce YouTube-là. Donc si voilà, il y a des sujets que vous avez ratés et que vous avez envie de regarder, n'hésitez pas, à aller les voir. C'est cool, ça me fait un petit instant promo, je le fais jamais, donc c'était voilà, c'est l'occasion de le faire. Hugo, il est 12h04. Ouais, pardon, tu voulais dire un truc? Ouais, bah, après je pourrais le dire aussi pendant la présentation, mais moi j'en ai profité pour créer un repo GitHub, Ouais, avec, pas mal de documentation sur tout ce qu'on va avoir ici. Donc normalement, tout ce qu'on va avoir, vous pouvez le retrouver, sur un GitHub. Il doit y avoir une slide avec le nom du repo, donc voilà, comme ça vous pourrez récupérer également, tout ce qui est, les prompts et tout ça, quoi. trop cool. Bon, bah, ça s'annonce bien sympa, Hugo, je te laisse la main du coup, je te laisse démarrer. Top. Et ben, merci Raph. Donc en fait, pour commencer un petit peu ce live sur le product building, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. C'est que, donc voilà, vous l'avez tous vu depuis quelques années, il y a, beaucoup d'IA générative. Et on voit un petit peu à toutes les sauces que, bah, l'IA générative, ça va permettre d'augmenter drastiquement, la productivité, d'aller beaucoup plus vite et cetera. Et au final, quand on regarde un petit peu les stats, on se rend compte que, ça augmente au niveau du code de, plus 55 la productivité. Et encore, là, on est sur des stats qui sont un petit peu vieilles. Si on va sur des stats un petit peu plus récentes, mais dont les process sont pas toujours très clean, on serait plutôt aux alentours des 80. Mais le truc, c'est que quand on creuse, encore un petit peu, on se rend compte que, cette productivité ramenée au software engineering, et ben, en fait, elle diminue drastiquement. On n'est plus sur 55, on n'est plus juste sur de la génération de code, mais on va avoir également toute la partie review. On va certes avoir plus de tâches, mais une partie review qui va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, ça diminue encore la productivité. Et quand on creuse encore, on se rend compte qu'au niveau global de l'entreprise, ben, en fait, la productivité, elle tend à aller vers zéro. Et ça, c'est dû à quoi? Et relativement, au final, relativement simple, c'est que une entreprise et un produit, c'est pas juste du code. On va avoir le code, mais derrière, on va avoir toute la partie software engineering, toute l'architecture, toute la review.
Mais avant ça, on va avoir, toute la partie UX design, heu, design step, toutes les mock-ups, toute la partie user research également. Avant ça, on va partir d'un besoin utilisateur également, avec le PRD, les spécifications, tout le job, de PM dont je vous parle pas et entre un besoin business et une review et ben, on n'a toujours pas un code en production. Donc derrière, on va avoir toute la partie testing, toute la partie cloud engineering également et encore à partir de ce moment-là, on va encore avoir la partie marketing et business usage. Donc ce qui veut dire que quand on va utiliser de l'IA uniquement, pour améliorer, aller un petit peu plus rapidement, sur du code et ben, il y a toute une partie, qu'on ne voit pas et c'est cette partie-là qui, tend à ralentir, la productivité, globale et ça, c'est un process qui a été un petit peu, documenté, alors plutôt, dans le développement informatique, mais, ça se rapproche, très bien de l'IA. C'est la loi d'Amdahl et en fait, cette loi, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, bah, si on accélère uniquement le code et ben, le gain de productivité au global, il sera proportionnel à la partie qui a été accélérée. On vient de voir juste avant, le code, ça représente qu'une toute petite partie du, du schéma global OK. et c'est hyp ouais, tu avais une question Non, je avant? disais: «OK, OK». Je disais: «OK, c'est intéressant». Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que même si, demain on a de la génération de code qui est instantanée et ben, en fait, les gains de productivité, ils vont plafonner dans tous les cas et donc c'est pour ça, voilà, même avant ça, en plus des gains de productivité qui vont plafonner, on se rend compte également que le fait d'avoir énormément de développement avec l'IA, ça amène un quality drift qui est assez important. On voit qu'il y a plus, presque fois 3 au niveau des security issues. On est en train de créer près de 1 500 milliards de dettes pour 2027. Donc en fait, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA a rendu, le code vachement plus simple, mais tout le reste a été entre guillemets «oublié» et donc on va pouvoir pusher plus vite, mettre plus de commits, sans forcément avoir les connaissances sur tout le reste et cetera et pour moi, c'est un petit peu dans ce contexte-là, que va intervenir un product builder et si je devais, donner un petit peu une définition, un petit peu le product builder, c'est un petit peu une personne qui va être en mesure d'absorber tout le cycle, qu'on a vu plus tôt et va pouvoir itérer à une vitesse qu'une organisation ne peut pas. On vient de le voir, il y a beaucoup trop c'est beaucoup trop complexe, pour, en fait, profiter pleinement, des gains de productivité que va nous ramener l'IA. Un deuxième point qui est hyper important, après absorber tout le cycle, c'est passer le relais. On en parlait un petit peu avec Raph, juste avant, hem et on vient de le voir aussi sur le slide, c'est que, bah, faire du product building, c'est bien. Sauf qu'on peut pas se permettre, enfin, personne n'aura les compétences de gérer le cycle de A à Z en entier avec toutes les compétences, que ça implique. C'est différents métiers, c'est tout simplement extrêmement compliqué et donc le product builder, il a un petit peu, heu, une une date de péremption. C'est-à-dire qu'il va être utile à un certain stade en fonction des entreprises. Ça va pas être la même chose au niveau des startups, au niveau des scale-up et au niveau des entreprises, plus grandes. Mais, il va avoir des forces, donc par exemple, permettre d'améliorer sa vélocité, permettre de valider des hypothèses, permettre avoir du code IA qui va être réellement assumé, hein, parce que du coup, ça crée une dette et ça, faut être bien conscient de ça. Et à contrario, savoir qu'à un moment donné, et ça c'est également le rôle du product builder et de l'entreprise à côté, de savoir à partir de quel moment, bah, en fait, on peut plus faire, de build comme on aimerait. Il y a plusieurs éléments qui, qui permettent en fait de voir à quel moment, bah, là, ça va être le moment de passer d'un vibe coding, en tout cas du développement IA, à un développement qui va être beaucoup plus traditionnel, avec des ingés, avec beaucoup plus de
de qualité, au niveau de ces développements-là. Et ça va vraiment dépendre des entreprises. Ça peut dépendre, si vous êtes en startup, à partir du moment où vous avez atteint un product market fit, vous commencez à avoir des volumes de transactions, qui vont commencer à être importants. Vous êtes dans des industries assez réglementées, avec des contraintes de sécurité et cetera et cetera. Et donc, en fait, le product builder, je dirais, ne va pas être, intéressant dans toutes les entreprises, à tous les stades. Mais par contre, on peut retrouver, des grands groupes. Je vois, quelques anciens de La Poste, de Digipost où j'étais, dans les participants et on peut imaginer, avoir du product building dans ce genre d'entreprise pour aller, par exemple, valider des hypothèses. Ouais, on a reçu sur un live, Sandrine qui était chez Payfit et qui, elle, était Mmh. product builder chez Payfit, tu vois? Et pareil, ça lui a permis de très rapidement, prototyper une fonctionnalité et valider rapidement les hypothèses, tu vois? Sur des tout petits trucs, hem qui aurait pris beaucoup plus de temps, tu vois, si tu rentrais dans un cycle classique de, prototypage par un designer et cetera. Parfois, tu vois, ça permet quand même d'accélérer, sur des étapes comme ça, même dans des grands enfin, dans des scale-up, quoi. Ouais, bah, en fait, totalement et je pense que c'est même hyper intéressant parce que ça va venir, hem, plutôt qu'aller faire, par exemple, des maquettes, qui vont être statiques et ben, là, on va pouvoir, faire comme de l'A/B testing et regarder pour un échantillon, de sa population, de ses visiteurs, leur proposer la nouvelle fonctionnalité ou le nouveau produit en totalité sur un échantillon réduit, et permettre de voir un petit peu, les retours, les usages et ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de données, qu'un proto, fait uniquement avec de la user research, par exemple. Donc non, il y a beaucoup d'intérêt, du coup, à intégrer soit des équipes, niveau product building, soit, des phases de product building avant, on va dire d'industrialiser certaines, certaines fonctionnalités. Ouais, pour moi, jusque-là, le product builder, enfin, le côté product builder, product building et cetera, moi, j'ai commencé à en entendre parler au début, alors selon moi, selon ma timeline du début du Mmh. no-code en France, mais tu vois, Ouais. autour de 2019-2020, un Mmh mh. tout petit peu avant Covid, tu vois? Où on a Mmh. commencé à avoir des trucs comme Glide, Bubble, je sais pas si tu as vu un peu tous ces outils, Webflow Ouais. aussi côté site internet et tout, tu vois? Et moi, j'avais commencé un peu à mettre les mains dans le cambouis et il y avait ce truc-là, tu vois? Tu connais le produit, donc tu vas aller, essayer de comprendre, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, bien le besoin des utilisateurs, et cetera. Ou toi, tu as un problème que tu veux craquer à titre perso et tu vas aller mettre les mains à la pâte. À l'époque, déjà, il y avait des questions sur Bubble. Maintenant, c'est bien avancé, mais à l'époque, il y avait des questions. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au scale avec, et cetera. Et on Mmh. voyait quand même plus des product builders, comme tu l'as dit, qui faisaient tout, mais tout seul sur leurs produits à eux, pour leur projet perso, tu vois? Et là, je vois qu'il y a un shift quand même qui se fait aussi, dans les entreprises avec du product building aussi intégré aux entreprises avec, voilà, soit une volonté d'accélérer sur la phase de proto prototyping, soit carrément, comme tu l'as dit, aller au moins jusqu'à avoir un bout de code que tu peux aller ensuite, je crois que tout à l'heure, tu as parlé de pass D, mais voilà, de le donner à l'équipe en question pour qu'elle soit en capacité de prendre ce code et de le passer dans un cycle plus classique comme tu l'as dit. Ouais et après ça, je pense que ça va, vachement s'améliorer, avec les années. On est passé, j'ai pas mal utilisé aussi d'outils no code et là, par exemple, on voit Ouais. qu'avec des outils plutôt diagènes, on va pouvoir aller faire des choses qui vont être beaucoup plus pertinentes pour l'entreprise. Je vous montrerai un petit peu après comment on va pouvoir créer, des produits, mais tout en intégrant un design system et potentiellement le même design system que l'entreprise, donc avoir une fonctionnalité qui s'inscrit parfaitement dans, le design d'une entreprise. Ce qui était un petit peu plus compliqué à faire avec du no-code, avec du Bubble ou créer un design system, bah, voilà, c'était vachement plus compliqué. Également, on va voir aussi, c'est que la qualité de ton code, en fait, avec du vibe coding, en tout cas un polygonal,
elle peut être suffisamment bonne pour scaler. Ouais. Sauf qu'on ne va pas forcément attendre du product builder qu'il ait toutes les connaissances techniques pour avoir un code qui soit capable de scaler. Ça, c'est le rôle d'un software engineer, en fait. Ouais. Et donc, je ne veux pas dire que le fait de faire du product building, ça ne peut pas scaler. Je veux plutôt dire que, en fonction du product builder, on va pouvoir scaler ou non. Et du coup, vous avez une super transition. On parlait au début. C'est le product builder, c'est pas forcément un product manager. Ça peut être un développeur qui a une sensibilité, qui a une forte sensibilité sur les besoins utilisateurs, sur les réunions, par exemple. Ça peut être un designer qui a une forte sensibilité sur autre chose, sur du dev, sur des besoins utilisateurs, etc. Et donc, hop, je vois des questions. Alors, ouais, Alexandre, je sais pas si ouais, je peux répondre en même temps. L'IA fait gagner du temps sur la discovery grâce au product building. En fait, on va pouvoir gagner du temps grâce à l'IA sur du product building, mais également sur l'étape d'après. Parce que ce qui va être compliqué, notamment pour les développeurs, quand on va créer une fonctionnalité, c'est de se dire: «Bon, bah, voilà, j'avais cette idée, j'ai fait mes études, on va développer cette fonctionnalité, puis je vais faire d'autres analyses et en fait, on va la remodifier». En fait, toute cette étape de retour utilisateur, tu vas pouvoir la faire beaucoup plus rapidement avec du product building, faire des itérations qui vont être beaucoup plus courtes, les modifier presque en live dessus. Et quand tu vas te dire, OK, bah là, notre fonctionnalité, on voit qu'elle marche, on voit les datas qu'on a dessus, on sait que c'est ça qu'on veut, et ben, à ce moment-là, tu peux la spéquer, entre guillemets, pour l'envoyer sur une industrialisation qui va être beaucoup plus intéressante. Et donc, on va compenser la perte de vélocité de l'engineering plus classique avec un gain de vélocité sur la qualification du besoin utilisateur en amont. Ouais, très clair. Continue un petit peu, quelques slides encore. Une slide qui pour moi est hyper importante, c'est que quand on va faire du product building, encore une fois, on n'a pas la connaissance du scope complet. Par contre, il va être hyper important d'avoir des notions sur tout. Et pour ça, maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui commencent à être vraiment bien et qui ont totalement incorporé ce fait qu'il va y avoir de plus en plus de product builders. Vu que le code va devenir de moins en moins un sujet, les personnes vont de moins en moins, en tout cas les personnes qui jusqu'à présent ne codaient pas, vont pas apprendre forcément à coder du jour au lendemain, mais vont avoir des connaissances. Et ces outils-là vont leur permettre d'utiliser des connaissances vachement plus tech via du NLP et directement via des LLM. Et donc là, par exemple, toute la stack de produits que je viens de mettre, c'est des produits qui sont hyper intéressants car ils fonctionnent hyper bien avec des LLM, avec du Cloud Code. Tous ces outils-là vont soit avoir une CLI, donc une ligne de commande, soit des MCP. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, un Cloud Code, un Mistral ou autre, pour leur demander, par exemple, ben, quel est l'état de mon déploiement sur Vercel. Bah, Par exemple, excuse-moi, Hugo, juste, je clarifie juste MCP, je sais pas si c'est clair pour toute l'audience. C'est juste des connecteurs en fait entre différents outils, on va dire d'IA. C'est l'équivalent on va dire, d'un multi-API, quoi, mais qui se connecte super facilement. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est juste pour clarifier les termes. Je connais pas le niveau de connaissance de chacun sur le sujet. n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, que ce soit sur la stack ou sur ce qu'on a vu avant, histoire que ce soit un petit peu interactif également. Ouais, Euh, sur ouais. la partie, je vois sur la partie software, enfin, moi, tu vois, j'aurais même rajouté les outils un peu d'orchestration type Make, N8N, et cetera, qui Mhm. permettent lui aussi, tu vois, en fait, rapidement aussi créer un back-end
Au Ouais, moins, pour tester le back-end, tu vois? Et parfois même, tu peux carrément scaler avec ces outils-là. Et c'est aussi pas mal, tu vois? Il y a beaucoup d'outils de front, mais il y a aussi beaucoup d'outils back-end qui sont intéressants. Là, je vois Supabase aussi. Là, c'est plutôt un outil, c'est une base de données vectorielle, si je me trompe pas. Hem, ouais, Postgre aussi. Postgre aussi, ouais. Et puis Ouais, après, bah, en fait, hébergeurs, je crois, c'est ça? Vercel, Netlify, c'est plutôt les hébergeurs cloud, c'est ça? ouais, c'est ça, on va plutôt être sur du cloud, Vercel qui, va être un petit peu, pour faire un petit peu tout. C'est vraiment, ils permettent de faire énormément de choses et après on va avoir en fonction des besoins et c'est là aussi qu'on revient sur le fait que le product builder ne connaît pas tout, mais doit avoir des connaissances un petit peu sur tout et doit surtout bien connaître son besoin, pour savoir à quel moment, en fait, il va pouvoir avoir, besoin de tel ou tel outil. Que ce soit en termes d'analyse, que ce soit la différence entre Flyo, Inversel et donc c'est assez important d'avoir une grosse curiosité d'esprit quand même pour pouvoir se dire: «Bah, en fait, je vais pas juste demander, à Claude Code, de me créer mon outil» ou même si j'ai mis les logos Lovable, juste demander à Lovable, un prompt et de me faire la solution entière. Là, on va vraiment être sur une produit qui va être beaucoup plus poussé, pas avec un seul prompt, mais on va venir, faire un petit peu la totalité, de toutes les features, un petit peu une par une, beaucoup plus comme un cycle de développement classique au final. Ouais, c'est marrant, c'est la question que j'allais te poser, toi. Tu mets pas au même niveau un Lovable, euh, un Cursor que de l'autre côté un Claude Code et un Codex, quoi. Pour toi, il y a un côté, euh, d'un côté, c'est vraiment Lovable et ouais, Lovable, Cursor ou encore Bolt, tout ça. Toi, c'est du langage naturel pour avoir un truc qui se rapproche plus d'un prototype. T'imagines pas que ça va plus loin, alors que pour toi, Claude, vraiment, tu es sur une sorte de procédé brique par brique itératif où à la fin, tu vas avoir un truc plus abouti. C'est ça? Ou est-ce Mmh. que c'est juste une question de génération de code à la fin? C'est quoi pour toi un peu la différence entre ces outils-là? Ah, pour moi, c'est pas totalement le même usage. Après, j'ai utilisé un petit peu, Lovable au début, beaucoup moins maintenant, je suis beaucoup plus sur Claude Code. En fait, pourquoi je vais dire je suis plus sur Claude Code? Parce que j'ai besoin de comprendre concrètement ce qui est fait et j'ai besoin d'aller dans le détail. Sur un Lovable, lui dire: «Bah, voilà, j'ai envie de faire ça». Je vais potentiellement lui donner mon brief produit. Il va me créer quelque chose, mais si ce quelque chose a un problème ou quoi, je vais derrière galérer pour savoir où est-ce qu'il faut aller le débugger, comment il faut aller le débugger, la construction des features, dans quelle ordre elle a été faite et cetera. Sur un Claude Code, je vais pouvoir être beaucoup plus maître de ce que je veux construire. Et bah, du coup, ça fait une transition parfaite, pour la suite. Je sais pas déjà si ça répond un petit peu à la question. Ouais, ouais, carrément. Tac, En je tout me cas, remets là. c'est une slide très cool. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans le chat, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir la stack du builder et c'est intéressant de savoir, tu vois, quand tu te poses la question, ben, sur telle phase, je vais plutôt aller chercher dans ça. Si je suis plutôt sur vraiment le build, c'est plutôt dans ça. Attends, on a juste des petites questions, tiens. Ouais, Attends. Euh, alors, là, tu rentrais dans ouais, la démo. c'est ça, Alors, là, j'allais rentrer dans la partie un petit peu plus interactive, alors peut-être juste où je avant la démo, pardon, je prends une question. Donc Pascal nous demande, en termes une question donc sur rôle et carrière, comment tu vois l'évolution des métiers du product manager et développeur? Est-ce que tu vois plutôt une fusion vers un métier unique de product builder avec des software engineers responsables de l'infra et du scale, ou quand même encore ces deux métiers? moi, je vois encore ces 2 métiers. Pourquoi? Parce qu'on va encore besoin d'avoir d'expertise. Mm. Un développeur, un software engineer enfin, à partir du moment où les développeurs, son expertise, c'est comment je suis bon pour maintenir du code en production qui va scaler, qui va être maintenable dans le futur. On ne peut pas forcément demander ça à un product builder parce qu'il va également, devoir savoir comment on fait une interface, qui convertit. Il va devoir savoir faire comment on va récupérer comment on va faire de la user research, comment on va récupérer des besoins utilisateurs et cetera. Donc pour avoir un seul rôle, qui va tout englober, pour moi, c'est très risqué.
parce qu'on va forcément perdre de la compétence et le jour où on a un problème, pour X ou Y, on n'a plus personne avec une compétence pointue, technique, pour venir nous aider. Par contre, en termes de carrière, ce que je vois, c'est potentiellement des petites équipes, de, product builder. En fait, on va pouvoir retrouver, le trio, qu'on aime vraiment en product. Donc potentiellement un designer, un PM et à la limite, un software ou un EM, qui vont venir build à la chaîne des produits, pour faire, bah, voilà, des AB tests sur telle ou telle fonctionnalité et cetera. Mais en amont de, d'avoir, on va dire, un développement plus classique et plus robuste, pour le moment en tout cas. Très clair. Moi, pour répondre à la question, j'ai envie même d'aller un petit peu plus loin. Hier, on en parlait chez Yeta justement. J'ai fait un petit jeu pour essayer que les gens mettent, les bonnes, tâches, on va dire, de chacun des métiers au bon endroit et si tu veux, j'ai un peu, divisé ça en 3, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, il y a plein de gens qui en parlent, donc voilà, je me suis juste nourri de ce qui est déjà dit, mais tu as le PM IA. Tu as le product manager augmenté par l'IA qu'on appellera même plus product manager augmenté par l'IA, mais juste product manager. Et puis tu as le product builder, tu vois? Et en fait, pour moi, c'est vraiment 3 métiers qui sont différents et qui vont avoir, si tu veux, des, mmh, des enfin, qui vont être nécessaires à certains moments et donc tu vas avoir besoin parfois d'un product builder, parfois tu vas avoir besoin d'un PMIA, parfois tu vas avoir besoin d'un PM qui va, s'augmenter par l'IA. Donc PM augmenté par l'IA, c'est un PM qui va accélérer sur ses tâches à faible valeur ajoutée en utilisant des outils de GenAI, typiquement rédaction des user stories par exemple, bah, ça il la délègue. Alors avec un human in the loop, donc la vérification humaine dernière, et cetera. Ça ne veut pas dire que voilà, mais il accélérera sur les tâches à faible valeur ajoutée. Le PMIA qui est une spécialisation au même titre qu'un PM, cybersécurité, IoT, fintech, ce que tu veux, et qui sait gérer tout le cycle de vie d'un produit qui intègre des fonctionnalités IA et qui intègre aussi dans la chaîne des nouveaux acteurs type data science, data scientist, data engineer, etc. Et le product builder qui est en capacité justement d'avoir cette casquette à la fois produit, voilà, de trouver toujours ce bon équilibre entre business et utilisateur, impact, tout en étant capable de builder lui-même grâce à des outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire sans forcément rentrer dans des lignes de code. C'était une petite parenthèse, mais je ne sais pas si ça peut aider aussi à éclaircir sur les sujets de carrière. Mais je vois, voilà, moi perso, je vois 3 métiers qui hier pouvaient être un peu, qui n'existaient pas forcément et qui maintenant ressortent de cette ère de l'IA, quoi. Ouais, ouais, je suis totalement aligné à ça. Faut pas, je pense pas qu'il va y avoir un rôle, au dans le futur qui fera tout, heu et j'espère pas. Heu, Allez, ta petite démo. là, du coup, ce que je vais vous montrer, c'est, du coup, un produit qui a été build uniquement, pour aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a, je pense que le premier commit, il doit avoir même pas 20 heures et je dors, donc on va dire qu'il doit avoir peut-être un peu moins d'une dizaine d'heures de travail dessus. Et ce que je vous propose après, c'est de revenir, du coup, de pouvoir poser des questions sur, bah, comment on fait? Je pourrais vous montrer comment on va utiliser, comment on peut, bah, créer son propre, design system pour avoir un produit qui ne va pas faire AI swap. Ça peut être intéressant, quand vous êtes des startups, mais également quand vous voulez faire du product building dans, un cadre, beaucoup plus, institutionnel et que vous avez déjà un design system qui est solide et qui est le design system de l'entreprise. On va également voir derrière au niveau du déploiement et je vous montrerai un petit peu, comment moi, je vais configurer, mon environnement. Donc, j'utilise principalement Claude Code et VARP pour développer et je vous montrerai un petit peu, voilà, les dossiers, ce que je mets dedans pour avancer. Trop Voilà, cool. donc n'hésitez pas à poser quelques questions, si besoin.
Heu, tac, alors est-ce que je peux rapidement changer d'écran ou pas? Ouais, je pense là, on voit toujours ouais, là, c'est bon. Si je fais OK. Voilà, normalement on devrait voir l'écran. Donc ça, c'est Ouais. typiquement, le type de product qui peut être hyper intéressant, en interne. C'est, un product ops ou un head of product qui va avoir envie de, structurer la discovery au niveau, de ses équipes produits et qui va créer un petit outil, directement via du product building pour, aligner, on va dire, un petit peu toutes ces équipes. Voilà. Là, par exemple, on utilise derrière un framework qui va être Focused et qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est, un petit générateur qui va permettre de faire le PRD, qui va poser des questions. Donc là, ouais, j'ai demandé comment autonomiser les équipes sales, sous les données d'entreprise. Hop, bonne question de départ, mais elle est trop large. Donc il va me demander, d'aller refiner un petit peu, lui dire: «Bah, je sais pas, c'est, ouais, le sales manager, qui a besoin de ça». Hop et on va voir, il va, entre, me construire le PRD. Donc on voit, sur le côté qui commence à, à générer en tout cas des insights. Il va me poser des questions: «Quels problèmes concrets que ce sales manager rencontre avec la donnée d'entreprise?» Bah, je vais mettre, hop, «Il ne sait pas où la trouver et les, data analysts sont, trop occupés». Hop. Ouais et donc voilà, il va, comme ça, me poser des questions. Alors je vais pas faire la totalité du process, mais l'outil est, quand même public, hein. Vous allez sur le lien, vous pouvez le tester un petit peu et d'ailleurs ça vous permettra derrière de faire le lien, avec le repo GitHub pour voir un petit peu comment ça a été construit. Mais voilà. Et donc ça, c'est typiquement donc ce que je disais, l'outil qui va être hyper intéressant dans une entreprise pour, un product ops. On peut imaginer, par exemple une équipe au niveau du customer success, qui va avoir besoin de faire remonter, des insights du customer success aux équipes produits et cetera et cetera. Donc il y a pas mal de cas d'usage et c'est vrai que le product building va vraiment avoir un impact assez important. OK, donc là, c'est l'outil que tu as buildé? Exactement. Ça, c'est un outil qui a été buildé en, je dirais maximum peut-être 10 heures. On peut regarder sur le GitHub, mais le commit a globalement le premier commit doit avoir 20 heures, un truc dans le genre. OK. Hem, répondre à oui, que pensez-vous des OK. récents retours sur les coûts de l'IA? Mmh, bah, pour moi, il y a déjà, un fait qui va être non négligeable, c'est qu'effectivement, ça va coûter cher. C'est des technos qui coûtent cher à produire, ça coûte cher en calcul. Donc il va avoir un coût, qui sera, totalement non négligeable. Par contre derrière, ce coût, faut le rapporter à quelque chose. Est-ce que ce coût, il va permettre de n'importe quoi, mais de, créer plus de fonctionnalités, de potentiellement, générer plus de business et donc va pouvoir être absorbé par de la génération de business, en plus? Ou est-ce qu'au final, c'est vraiment que des coûts perdus? Et pour moi, en fait, le sujet, il est plus là. Il est plus, est-ce que, ce coût de l'IA, on va pouvoir correctement, le traduire, soit avec des product builders, soit avec, du gain de productivité. Par exemple, si on prend là le prompt que je viens de faire, comment on va autonomiser, les équipes sales? Bah, si on imagine un monde où demain, les sales, n'ont plus forcément besoin d'aller sur des dashboards, n'ont plus forcément besoin de dépendre de la data, pour aller faire, du closing et ben, potentiellement, on peut imaginer plus de closing et donc plus de business. Donc c'est vraiment, ouais, il y a un coût de la data, mais c'est derrière, comment on va exploiter, ce coût supplémentaire.
Ouais, je suis Enfin, d'accord avec toi sur cette partie héroïsation et de toute façon, il faut toujours rapporter à enfin, en gros, faire une balance, coût-bénéfice. Moi, je vois aussi autre chose, c'est que je pense que pour le moment, on est au tout début de l'ère IA malgré tout, que les vannes sont ouvertes, et que ça va pas durer, ça, c'est certain. Et qu'on aura à un moment donné le vrai coût, de l'IA qui va arriver et là, on pourra vraiment peser les pour et les contre sur une base, très claire, tu vois? Aujourd'hui, le plus cher, sur Claude, c'est 200 € par mois, je crois, le forfait mmh, le plus gros. Hem Et en fait, bah, il y a ce truc aujourd'hui de se dire, pour le moment, c'est encore accessible pour une entreprise de 100 € par mois pour un salarié. Tu vois? Ça paraît pas, hallucinant, si tu es sûr que ça accélère son taf et que ça te permet de ramener, plus de business ou d'aller atteindre plus vite, la valeur ou le résultat que tu cherchais à atteindre. Demain, bah, si c'est, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 € par mois pour un salarié, la question, tu vois, elle se posera plus aussi, enfin, donc ouais et bah, il y a, Arthur Mensch, du coup de Mistral qui a été audité, récemment et qui disait que, mmh, ben, pour lui, dans un futur proche, il y aura 10 de la masse salariale, je crois que c'était ça c'est ça qu'il disait, 10 de la masse salariale qui sera au final du token. Donc oui, ça va, augmenter, mais encore une fois, c'est vraiment, exactement comme dit Nicolas, quel est le retour qu'on a sur les tokens investis? ouais et puis il va y avoir aussi enfin, je pense qu'il y a un truc aussi d'éducation qui est en train de se faire aussi. Pour le moment, on est un peu dans la paresse, on l'est tous, hein. Tu vas sur, Claude, Gemini, Mistral, ce que tu veux, puis tu parles avec lui comme tu parles à ton pote. Et puis ça itère comme ça, et puis jusqu'à arriver à la solution que tu veux et tu as peut-être discuté pendant, 20 minutes. Alors que si tu avais écrit un super prompt, et que tu t'étais penché, plutôt 10 minutes sur le prompt, tu aurais un meilleur résultat tout de suite, tu vois? Et en fait ça, c'est une éducation qui est en train de se faire. On est en train d'apprendre à prompter, on est en train d'apprendre à discuter avec des IA, on est en train d'apprendre à les maîtriser et Mmh, donc plus on va maîtriser, plus le coût associé, il va aussi diminuer, je pense. Donc il y a aussi ce j enfin le temps qui va jouer et puis peut-être que plus elles seront performantes, plus les résultats seront, efficaces des premiers coups. Enfin voilà, donc tout ça, ça jouera. Effectivement, ça rentrera dans un calcul de ROI, comme tu disais comme disait, j'aime beaucoup le ROTI, Return on Token Invested, c'est très drôle, mais c'est très juste en plus, de Nicolas, en commentaire. ah, je sais pas s'il y a d'autres questions, si je veux continuer un petit peu, à Mmh, montrer comment on a pu build ça? ouais, vas-y, tu peux rouler, je Ouais, t'en prie. hem, bah, grosso modo, pour pouvoir build, cet outil avec un design qui est assez intéressant et ben, moi ce que je fais, c'est que j'ai utilisé Claude Design. Donc c'est, encore une fois relativement récent, mais Claude Design, on va pas juste l'utiliser en lui disant: «Bon bah, voilà ce que je veux faire, crée-moi un design». Non, on va aller chercher, un design system. Donc par exemple, pour le coup là, j'ai pris un design system qui était open source, un community design de Figma, que je vais télécharger, que je vais donner, à Claude Design. Je vais donner à Claude Design mon brief produit et en fait, avec ce brief produit-là, derrière, il va pouvoir me générer quelque chose qui va être pertinent. Et ça, c'est aussi hyper important au niveau du product building, c'est que ça va nous permettre d'éviter au maximum de faire des erreurs, quand l'IA va coder. Parce que quand elle va commencer à coder, elle aura déjà un design system qui est propre, elle aura, toutes les bonnes classes CSS, elle aura les bons screenshots et cetera et cetera et donc en fait, on va venir sur chaque step, donc là, on est plutôt sur la step UX design, réduire le risque au maximum pour que derrière, ma partie code soit, la plus propre possible. Parce que je sais que c'est souvent un des problèmes, qu'on a quand on développe avec l'IA, c'est, bah, au bout d'un moment, j'ai plus de contexte, elle va commencer à faire n'importe quoi et cetera et cetera. Mais il faut bien penser que, comme on a vu sur les slides, avant, il y a tout un tas d'étapes, avant de coder et plus ces étapes vont être claires, plus derrière, votre IA, quand elle va coder et ben, ce sera propre.
exactement comme quand vous bossez avec vos équipes de dev, avec vos ingés. Si vous arrivez et que vous leur donnez un design qui est fait à moitié, bah, vous allez avoir des questions. Si le business, si le besoin business, il est fait à moitié, pareil. Donc là, bah, c'est exactement le même process. Si on retourne par exemple, tac, ouais, ici sur le design, hop, moi ce que je vais donner à mon IA, c'est déjà un fichier qui va être téléchargé et qui va comprendre toutes les étapes, tout ce que je veux faire en amont. Voilà, là, je suis vraiment sur une maquette et donc on va pouvoir retrouver vraiment tout le cycle de build. Je suis pas en train de, enfin, c'est pas une maquette, statique, c'est une maquette que tu peux, bah, voilà, utiliser, voir un petit peu, dans les détails, améliorer ou non, ton parcours utilisateur pour, encore une fois, diminuer le risque par la suite. Une fois qu'on va OK. avoir toutes ces étapes-là, en fait, on va pouvoir, assez facilement télécharger, son design. Alors bon, après vous le téléchargez un petit peu comme vous voulez, pour le fournir comme contexte et donc avoir, un produit qui va ressembler réellement à ce qu'on veut. Et donc quand on est dans une entreprise, un petit peu grosse, un petit peu établie, le design system, il est déjà existant. En fait, on a déjà, des équipes de design qui ont créé le design system, qui ont créé, tout le design et donc on va pouvoir réutiliser ça et donc pas repartir de zéro. Tac, OK. Je vois que le temps, file un peu, donc je vais retourner, sur les slides. N'hésitez pas encore une fois, si, il y a des questions. Hop, je reprenne la bonne. Hop et comment je vais m'organiser, moi, c'est que dans, mon fichier enfin dans mon, je veux dire dans mon code code, en tout cas dans mon fichier de dev, dans mon repo, je vais avoir en fonction, des étapes, des templates. Ces Ouais. templates-là, ça va me permettre, quand je vais développer avec l'IA, d'avoir quelque chose qui va être relativement, alors pas prédictible, mais on va dire hem, le plus aligné sur ce que moi j'attends. Et on parlait au début, de Lovable. En Ouais. fait, avec Lovable, ça, ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que là, je vais dire à mon IA: «En fait, je veux que, avant de commencer une nouvelle fonctionnalité, je veux que tu la challenges. Je veux que le PRD, il soit écrit comme ça. Je veux avoir un executive summary. Je veux que tu puisses tracer toutes les décisions que je vais prendre au fur et à mesure. Au niveau, du proto, voilà le proto que tu dois suivre. Au niveau d'une fonctionnalité que tu vas développer, il me faut les US, l'UX, l'eGarking, des tests end-to-end, et cetera, et cetera, et cetera. Et ça, c'est pour moi, en tout cas, la partie qui est la plus compliquée et la plus longue à faire, parce que c'est globalement l'ossature, de ton projet quand tu vas faire du product building. Ça s'applique aussi bien, quand tu es en startup que quand tu vas être dans des grands groupes. Quand tu es en startup, potentiellement, tu vas avoir des templates qui vont être peut-être un petit peu moins riches, quand tu vas être en grand groupe et que tu dois vouloir avoir une équipe qui va builder des fonctionnalités, type A/B testing, en fait, tes fichiers-là, ils vont être extrêmement stricts. Ouais, ce que je trouve intéressant là, c'est quand même que, ce que tu dis, c'est que, product building, c'est pas juste, ce que ce parce qu'on parlait de Lovable tout à l'heure, c'est et tu as utilisé un peu ces termes, mais c'est pas juste écrire, une ligne dans un chat d'un outil et c'est magique, ça me construit l'app et puis j'ai un bout d'app et c'est bon, je suis content, j'ai un super front, j'ai l'effet waouh, je m'arrête là, top. C'est en fait là, ce que tu expliques, c'est attention, product builder, c'est un métier. Il y a toute une phase en amont, il y a de la documentation, il y a être capable d'historiser tout ça pour pouvoir à la fois challenger le cheminement de pensée de l'IA, te faire challenger aussi par l'IA sur ton idée, ranger tout ça au bon endroit, être capable d'aller
tu as marqué design system, donc être capable de concevoir en amont un design system avec une charte, quelque chose que tu veux retrouver. Là où effectivement, tu tapes un truc dans Lovable, tu vas avoir un résultat. Au mieux, tu vas lui dire, je veux un style effet néon, machin, et il va te sortir le truc à la mode qu'il y a en ce moment sur tous les sites. Ouais, Mais toi, tu veux dire, ouais, non, moi, je veux un style plutôt des bêtises, vintage, avec un truc doré pour un côté super luxe. Enfin, je dis des bêtises, mais tu vas aller vraiment être beaucoup plus. euh, Tu es beaucoup plus dans une construction from scratch avec un vrai suivi, une vraie historisation, une vraie démarche produit en amont. Et en plus, avec un truc où tu es capable ensuite de le tester et surtout de dire dès le départ, attention, ce que je suis en train de faire, c'est pas du jetable. Ce que je suis en train de faire, je veux être capable de pouvoir le donner à une autre équipe qui derrière va pouvoir la pousser sur mon produit existant avec cette démarche en plus là, on réfléchit en termes scale-up et start-up et pas juste mon petit projet perso. Donc, c'est un point de vue hyper intéressant et je pense on est beaucoup à penser et j'en faisais un petit peu partie aussi, de me dire, moi, le product builder, c'est surtout quelqu'un dans son coin qui veut poker ou essayer de lancer son business tout seul et voir si ça prend, tu vois. Et puis le jour où ça cartonne, peut-être que je mettrai de l'argent dedans pour le refaire développer euh, from scratch par quelqu'un, tu vois. ouais, bah, en fait, c'est justement, un peu tout ça que je voulais amener. C'est-à-dire que, quand tu vas vouloir builder, ton produit comme ça, il faut que tu penses à, tout le cycle et que ce que tu fais ne doit pas être totalement jetable. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, là, je vais pouvoir itérer un certain nombre de fois, à partir du moment où je trouve, enfin, il y a une attraction sur mon nouveau produit et que je veux passer la main, et ben, en fait, je veux pas que l'équipe à qui je repasse, reparte de zéro. Parce que sinon, ça veut dire que, bah, mon product builder, il m'a pas fait gagner en productivité. C'est-à-dire que l'équipe, à qui je repasse, le sujet, elle va avoir, entre guillemets, «tout l'historique des décisions», parce qu'elle a un Ouais. fichier qui trace les décisions. Elle va pouvoir voir toutes les US, pourquoi la feature fonctionne comme ça, quels ont été les tests qui ont été faits en amont, et cetera, et cetera. Et donc là, on envoie le sujet à une équipe, d'ingé. En fait, l'équipe d'ingé a toutes les cartes en main pour ne pas repartir de zéro et surtout pour arriver avec une fonctionnalité qui va arriver en prod dès le jour 1, qui correspond à ce qu'on avait avant et qui correspond à ce qui marchait. Donc ouais, c'est vraiment pour ça que, après il y a plusieurs aspects de product building, hein. On peut quand même faire du product building dans son coin et tester les features. Mais à l'échelle, scale-up, à l'échelle, même quand on va commencer à être dans les startups ou à l'échelle grand groupe, non, il va falloir qu'on soit beaucoup plus, rigide sur tous ces éléments-là. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des questions pour Hugo? Attends, tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Bah, après j'ai encore, 2-3 petits slides, mais potentiellement qui vont dire plus ou moins la même chose. Heu, on a passé sur, toute la partie, qui était, besoin utilisateur, design, tous ces éléments-là plutôt orientés product et design. Ouais. Après, il va y avoir également toute la partie, cloud, hein, cloud engineering. On va retrouver les Vercel, les GitHub, comment je fais mon déploiement, comment je fais mes environnements, et cetera. Et ça, c'est potentiellement les étapes qui, dans des structures, on va dire, plutôt établies, vont être le plus compliquées. Parce que si on veut faire du vrai product building dans des environnements, qui sont un petit peu, bon, avec des contraintes, et ben, il va falloir qu'on se branche potentiellement sur des environnements existants, qu'on ait, un environnement dédié, des tenants dédiés, des éléments qui vont permettre d'assurer la sécurité pour ces éléments-là, avec potentiellement derrière, du load balancing ou autre chose pour rediriger, une partie de la population sur, un environnement spécifique. Donc ça, c'est réellement la partie où si vous voulez faire du product building en, en entreprise, c'est quelque chose c'est ce qui va être le plus important au final. Et on voit que la partie code, bah, en fait, arrive en dernier. Et là, encore une fois, on va garder, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec tout un tas de templates et
plusieurs étapes, notamment beaucoup d'étapes de debug, de test et de review. Et moi, ce que je fais, c'est que je garde toujours un dossier AI Context avec derrière l'obligation pour, le LLM que j'utilise de le mettre à jour, avant chaque commit, par exemple. L'idée, c'est d'avoir toujours à un endroit donné une picture de, l'état du code à l'instant T. Et en fait, voilà, c'est ces éléments-là qui vont permettre d'avoir, du code qu'on va builder, le plus propre possible, même si encore une fois, le LLM peut quand même faire plus ou moins ce qu'il veut. Ouais, je crois que c'était ma dernière slide. Voilà, s'il y a des questions, si vous voulez revenir sur certains points, bah, écoutez avec plaisir. Yes, est-ce qu'il y a des questions pour Hugo? Je vois Anthony en train de taper, peut-être une question qui arrive. Virginie aussi. J'avais une question de Pascal. Je sais pas si on y a répondu, dans un monde où le développement est immédiat, quel est l'intérêt de faire du prototype, versus Non, on n'a du pas feature répondu à flag ça. ou de l'A/B test? On En n'a fait, pas moi, cette question-là, je la trouve hyper intéressante parce que potentiellement, dans un futur, peut-être pas si éloigné, et ben, l'A/B testing avec juste, un changement de label, sur un bouton, et ben, en fait, ce sera peut-être dépassé. Et c'est ce que je disais, ce sera, ben, pour un échantillon A, un bouton, qui redirige vers une app, qui a été buildée, un échantillon B vers une autre app qui a été buildée et toutes ces apps-là avec des données en temps réel sur des échantillons réduits et qui vont permettre d'avoir beaucoup plus d'insights que, l'A/B testing traditionnel ou, les tests de user research, hein. Et donc on pourrait imaginer potentiellement, 3, produits différents avec des parcours utilisateurs différents, en direct et qui sont mis à jour, potentiellement toutes les semaines afin de trouver le bon parcours et ensuite, de le passer dans une pipeline plus traditionnelle. yes. Moi, je vais peut-être compléter là-dessus, sur quel est l'intérêt de faire un proto. En fait, rien ne t'empêche de faire un proto buildé aussi avec du code et de te dire: «Bah, je le fais tester comme, j'aurais fait tester n'importe quoi avant». Et puis si ça fonctionne, ensuite le pousser dans ton produit. Là où je serais un peu plus embêté sur bon, l'A/B test oui, mais sur du feature flag, et tu vois, moi, tu vas pousser un truc sans l'avoir fait tester avant, donc tu enlèves toute ta démarche produit parce que tu prototypes plus vite. OK, tu as des feedbacks plus rapidement, mais tu as des feedbacks plus rapidement qui peuvent créer une vraie déception, une vraie frustration sur un produit qui est en production. Là où, le fait que le développement soit immédiat, ça permet clairement de prototyper plus vite et de le faire tester. Tu fais tester sur, entre guillemets, «une autre branche», tu t'assures d'avoir les bons retours et ensuite tu pousses le code. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, aller trop vite. Tu vas vouloir aller trop vite dans les trucs. La démarche produit, elle est importante, d'aller mesurer l'impact, et la valeur, et j'aurais peur de tomber dans un truc où justement, tu pousses: «Ah, c'est pas bon, je feature flag, donc je reviens en arrière entre guillemets sur ma version précédente». Ouais, mais entre temps, ça veut dire que j'ai créé une déception quelque part, tu vois? Ouais, L'A/B test par contre, c'est intéressant parce qu'en fait, tu fais 2, effectivement, comme tu disais Hugo, tu fais 2 versions, et derrière un bouton, tu as 2 apps différentes. Bon, bah, te entre guillemets, tu as une partie, qui sera peut-être un peu déçue, mais tu auras des retours. L'autre qui viendra valider ton hypothèse, pourquoi pas, tu vois? Mais ouais et pour moi, il faut vraiment, garder à l'esprit que, l'objectif, c'est d'avoir aussi de gagner du temps, sur de la découverte, de retours utilisateurs, de feedback et cetera. Donc moi, le prototype a toujours tout son intérêt. ouais. La différence, c'est qu'on va pouvoir le faire plus rapidement et récupérer potentiellement plus de, heu, plus de retours utilisateurs. Mais, comme moi, je préconiserais de toujours passer par un proto plutôt que de, builder quelque chose et de directement le pousser comme nouvelle fonctionnalité. Et au niveau de Julien, par rapport au fait de faire du code review,
Ouais, moi, je vais utiliser souvent plusieurs modèles, pour faire mes code reviews. Et je vais également, quand je vais faire mes code reviews, utiliser des nouvelles fenêtres avec du contexte qui est neuf. Ça me permet déjà de regarder si ma documentation contexte AI, elle est OK, parce que du coup, ça veut dire que mon modèle, il va aller regarder le contexte et il va aller faire cette review basée sur ce contexte en allant regarder, du coup dans la code base et ça va être beaucoup plus pertinent, parce qu'on sait maintenant que les modèles ont un biais de, «Est-ce que tu as fait ça? Oui, oui, c'est bon, je l'ai fait, on passe à la suite», alors que c'est faux. Donc ouais, toujours, en tout cas, comme ça que je fonctionne, faire des reviews, généralement plusieurs, même quand on dit que c'est OK et sur les moments où tu es pas totalement sûr, aller creuser, aller poser une question et en fait, c'est également pour ça que derrière, il y a toute la documentation parce que ça va pouvoir permettre de garder une, une touche humaine quand on va aller interroger l'IA. Yes. Bah, écoute, c'est très clair. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière petite question? Ça m'a l'air, ça m'a l'air OK. Eh ben, écoute Hugo, bah, encore une fois, attends une Ouais, petite dernière pour la toute dernière. allez. Hem, Alors dans le GitHub, ouais, évoqué au début, bah, en fait, c'est la totalité du process. Donc en fait, tu vas avoir le, toutes les templates et tu vas également avoir une fonctionnalité qui s'appelle Initiative Wizard. C'est exactement ce que tu vois et à l'intérieur, tu vas avoir les 9 fonctionnalités que j'ai utilisées pour créer l'application. Dans chaque fonctionnalité, tu vas avoir un dossier, product, un dossier tech. Dans le dossier product, tu vas retrouver les US qui ont été utilisés pour, faire ça. Dans le dossier tech, tu vas retrouver potentiellement les documents d'architecture, les documents de tech et cetera, pour permettre de suivre que ta fonctionnalité ne dérive pas trop. Voilà. eh ben, OK, trop bien. Du coup, le repo, tu as dit que tu le mettais à dispo? Alors, Je sais plus, hop. sinon tu le posteras peut-être sur ton LinkedIn, Ouais, j'essaie de vous retrouver la slide. Ouais, ouais, bah, voilà, pour le moment, c'est un repo public, je sais pas ce qu'il va devenir, va probablement pas être extrêmement bien maintenu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'un point de vue Product Ops ou quoi. Heu, vous pouvez le fork et puis voilà, quoi. eh ben, trop cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup Hugo, c'était, super intéressant et merci à tous, tous ceux qui se sont connectés pour, faire vivre ce live et à très vite du coup. Merci à tous. Merci, salut Hugo, ciao. Ciao.